L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste, correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Toulouse, en France, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Avec lui, nous allons analyser les risques d'escalade vers une guerre nucléaire entre la Russie d'un côté et les États-Unis et l'OTAN de l'autre, suite à l'attaque par les Ukrainiens de 2 radars d'alerte avancés russes à Armavir et Orsk, faisant partie du dispositif de défense stratégique de la Russie contre toute attaque avec des missiles balistiques nucléaires, avec des armes occidentales et vraisemblablement avec le feu vert US. À tout de suite sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. Sur fond des exercices militaires russes faisant intervenir des armes nucléaires tactiques, un drone ukrainien est parvenu à frapper une station radar d'alerte avancée Voronezh M située dans la ville d'Orsk, dans la région d'Orenbourg. Une cible qui se trouvait à près de 1800 km. Le système en question permet de détecter les missiles balistiques et de croisière en cas d'attaque nucléaire extérieure. Un autre système russe d'alerte précoce, dédié aux armes nucléaires également, a été endommagé lors d'une attaque d'un drone ukrainien. Le radar russe à Armavir serait capable de repérer des armes nucléaires à une distance de 6000 km. Ce radar est chargé de surveiller l'espace aérien au-dessus de la Crimée et du sud-ouest de l'Europe jusqu'à l'océan Atlantique. Autant dire que ce radar est l'un des piliers du dispositif nucléaire russe qui, avec d'autres installations de ce type, joue un rôle existentiel dans la sécurité stratégique de la Fédération de Russie. Le sénateur russe et ancien chef de Roscosmos, Dmitri Rogozin, a réagi à ce développement en notant que bien que l'on puisse imaginer qu'un Ukrainien soit derrière tout cela, en réalité, c'est Washington qui a engagé un bandit irresponsable pour accomplir sa sale besogne. Ainsi, dit-il, nous nous trouvons pas seulement au bord du précipice, mais au bord du gouffre, au-delà duquel, si l'ennemi n'est pas arrêté dans de telles actions, un effondrement irréversible de la sécurité stratégique des puissances nucléaires commencera. Poutine est très conscient de la déconnexion de l'Occident, qui ne cesse de dire qu'il ne fait que lancer des coups de sabre. Mais ce n'est pas le cas. Il informe l'Occident de la dangereuse réalité. Ainsi, le monde s'approche-t-il inexorablement d'une 3e guerre mondiale thermonucléaire avec un risque d'extinction de l'humanité? Pour traiter ce sujet fondamental, j'ai le plaisir de recevoir depuis Toulouse, en France, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Jean-François Geneste, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal. Bien. Alors, Jean-François Geneste, le professeur émérite de sciences, de technologie et sécurité nationale au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, le célèbre MIT, Theodore Poston, expert en armes nucléaires, explique dans une déclaration, je le cite, que le système russe d'alerte rapide par satellite est très limité et ne peut être utilisé pour couvrir les angles morts créés par les dommages subis par le radar. Les couloirs d'alerte radar de l'Atlantique, du Pacifique et du Nord sont plus importants et les Russes disposent également de radars à Moscou. Cependant, les radars de Moscou ne verront les menaces que plus tard, ce qui raccourcira encore les délais d'alerte et de prise de décision, augmentant ainsi les risques d'un accident catastrophique.
Les commandants des forces des fusées stratégiques qui sont au service des dirigeants politiques seront très, très inquiets et n'auront d'autre choix que de considérer cette situation comme très sérieuse. Ainsi, ils choisiront très certainement d'augmenter le niveau d'alerte de leurs forces de frappe nucléaire, ce qui augmentera encore les risques d'accidents pouvant conduire à une guerre nucléaire mondiale involontaire. Alors, ma première question, êtes-vous d'accord avec cette analyse militaire? Est-ce que, effectivement, ce qui vient d'arriver peut effectivement dégénérer vers une guerre mondiale nucléaire? Alors, on verra pour la dégénérescence après, mais dans un premier temps, je suis en partie d'accord seulement avec cette analyse. Tout d'abord, nous ne connaissons pas le niveau de dégâts infligés au radar, au système de radar. Et ce qui est grave, c'est pas tellement les dégâts de mon point de vue, mais c'est plutôt l'acte et la volonté. Absolument, qui apparaît bien. Ensuite, je ne suis pas dans le secret du système de défense russe, mais j'ai tendance à ne pas partager l'opinion là de Théodore Postol quant au caractère très limité du système d'alerte avancée spatiale russe. Pourquoi les Russes n'auraient-ils pas cela? Ça serait quand même assez étonnant. Et surtout qu'il faut pas énormément de satellites pour avoir un système d'alerte avancé. Donc j'ai du mal à imaginer que les Russes n'auraient pas les moyens spatiaux de détecter et d'avoir des systèmes d'alerte avancés, d'autant qu'en plus c'est plus efficace que les radars au sol. Hein. Les radars au sol, c'est des radars qui vont derrière l'horizon, comme on dit, donc ils sont assez sophistiqués. Mais quand on a des satellites, si on en a suffisamment, et encore une fois, il en faut pas énormément, on a quand même des alertes beaucoup plus précoces. Alors toutefois, si tel était le cas, hein, puisque on n'en sait rien, on ne sait pas exactement l'étendue des dommages aujourd'hui, en quelques mois seulement, en économie de guerre, les Russes seraient capables de combler l'écueil de leur déficience spatiale, le cas échéant. Hein. C'est pas non plus extrêmement compliqué. Rappelons aussi, pour faire écho encore une fois à Théodore Postol, qu'en général, dans un système bien conçu, et là je parle de technique, on a des redondances. Hein, et contrairement à l'Occident, les Russes sont intraitables sur ce que j'appelle les vraies redondances. Alors peut-être que ça vaut un petit développement. Alors redondance, ça veut dire que on n'a pas si on prend le radar à Armavir par exemple, lui il a une couverture. Mais il est pas tout seul, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on appelle un point de panne unique. Si quelqu'un détruit le radar, nécessairement, dans un système bien conçu, il y a d'autres moyens pour suppléer à la déficience du radar qui serait détruit. Alors, on a parlé il y a peut-être des systèmes de détection. C'est pas juste un radar qui est chargé de ce genre de mission. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Oui, normalement, il y a plusieurs systèmes avec des couvertures qui se recoupent les unes les autres, d'accord. Avec en général, alors c'est pour ça que je dis que les Russes sont intraitables sur ce que j'appelle les vraies redondances, c'est-à-dire avec des moyens physiques différents. Vous savez qu'enfin, ça vaut peut-être le coup d'en parler 2 minutes, mais oui, allez-y. Par exemple, dans le domaine spatial, si on prend le système de puissance électrique à bord d'un satellite, le système est redondé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire il y a 2 systèmes de puissance. Il y en a un qui marche, et puis quand il est en panne, il y a un système de détection de panne, et on commute sur l'autre qui était éteint, on l'allume et on va le mettre en marche. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des satellites qu'on ne peut pas réparer, et qui marchent pendant 15 ans d'affilée, sans trop de problèmes. Alors pour avoir travaillé dans le domaine spatial avec les Russes, eux, ils imposent ce qu'on appelle des redondances, c'est-à-dire des technologies différentes pour les deux équipements. Alors qu'en Occident, on met les deux mêmes, hein, en gros. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un problème générique de l'autre composant, autre chose comme ça, vous pouvez vous retrouver avec la même panne sur les mêmes équipements qui sont défectueux en même temps. Et donc là, ils sont très très vigilants là-dessus. Et quand l'Union soviétique s'est effondrée, qu'on a commencé à collaborer avec les Russes sur un certain nombre de projets, on s'est aperçu qu'ils étaient beaucoup plus stricts que nous sur ces histoires de technologies différentes pour les redondances. Donc je peux pas imaginer les connaissants dans le domaine spatial qui n'aient pas fait le nécessaire pour la couverture de leur pays en termes d'alerte avancée, pardon. Pour les radars. Mais donc, pour vous, c'est surtout sur le plan symbolique, même politique, que oui, c'est extrêmement dangereux parce qu'on est en train d'attaquer le système de défense nucléaire du pays.
Ah oui, oui, absolument. Alors pour le reste, de l'appréciation de Théodore Postol, moi je suis entièrement d'accord. Les opérateurs vont devenir nerveux, le niveau d'alerte va augmenter, ainsi que les risques de dérapage, avec des fausses alertes, mais des vrais tirs. Par exemple, et donc on a effectivement augmenté d'un cran le risque de guerre nucléaire. Mais pour moi, le plus grave, c'est l'intention qui est derrière et la volonté, et d'avoir visé ça, parce que c'est pas un truc qui est tombé par hasard dans un endroit qui était non désiré. Alors, une deuxième question, Jean-François Geneste. Il y a le professeur Stephen Starr de l'Université du Missouri, et expert en guerre nucléaire également, qui livre une analyse aussi sur ce qui s'est passé. Donc, je la lis à tous nos auditeurs. Alors, le professeur Starr dit, je le cite, « Les États-Unis ont commencé à diriger des attaques de missiles contre le système russe d'alerte précoce qui se compose d'une série de radars terrestres et de satellites. » Alors, toute attaque de ce type contre ces systèmes pourrait déclencher le système de réponse nucléaire russe. Donc, je suppose que il sous-entend le système automatique de prise de décision face à une attaque de ce genre. Et puis, cette attaque, dirigée par les États-Unis, est donc extrêmement dangereuse. Washington joue à la poule mouillée nucléaire avec la Russie. Le site attaqué était à portée de l'ATACMS américain, c'est un missile de précision. Je ne sais pas si d'autres installations russes similaires sont à portée de ce missile, ou peut-être même des missiles allemands taurus qui ont une portée plus longue que leurs homologues américains et les Britanniques Storm Shadow. Alors, malheureusement, nous pourrions bientôt le savoir, car les fous de Washington, de Kiev et de Bruxelles semblent déterminés à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Alors, Jean-François Geneste, à en croire le professeur Stephen Starr de l'Université du Missouri, cette attaque a été dirigée par les États-Unis. Et pour cause, attaquer le radar le radar attaqué était à la portée des missiles que les Américains ont livrés à l'Ukraine. Alors, êtes-vous de cet avis? Si oui, à quoi joue l'administration américaine? Oui, alors là, c'est pareil. La portée officielle maximale de l'attaque MS, c'est 300 kilomètres. Et en conséquence, a priori, pour Armavir, qui est dans les deux sites le plus proche, ce n'est pas possible. Cette ville fait partie du kraï de Krasnodar. Elle est à au moins 500 kilomètres de la zone de combat si on se place au plus près, entre Donetsk et Zaporozhye. Et donc, pourrait-il y avoir des attaques MS avec des portées de cet ordre-là, c'est-à-dire 500 kilomètres ou plus, dont la référence n'existerait pas encore? Je ne sais pas. On sait jamais. Mais enfin, bon, globalement, si on prend le standard de l'attaque MS, c'est pas possible. En revanche, parce que là, c'est pareil, si c'est vraiment, il faudrait qu'il y ait une analyse, et qu'il y ait officiellement que les Russes déclarent que c'est un attaque MS qui est tombé. Ça, ils peuvent le déterminer. Et si c'était le cas, une option qu'on pourrait imaginer, ça serait par exemple un drone maritime en mer Noire qui serait bricolé pour tirer un missile comme ça. Par exemple par des Britanniques qui nous ont un peu habitués à ce genre d'action, et qui aurait pu être à moins de 300 kilomètres d'Armavir, là, de l'endroit. Il faudrait donc vérifier cette information, savoir si c'est vraiment un drone ou un attaque MS. Donc voilà. Alors après, de toute façon, mais sur le plan opérationnel ou de prise de décision de mener cette opération, est-ce que le professeur Starr a raison de dire que cette opération n'aurait pas pu être menée si Washington n'avait pas donné son feu vert? Ça dépend. Si c'est un drone, ça peut marcher. Je veux dire, avec les drones aujourd'hui, alors bon, ils vont se servir des GPS et des systèmes plus ou moins américains, mais pas forcément militaires. Donc il y a des possibilités avec des drones assez rudimentaire, je dirais, d'arriver jusque-là. Ce qui est étonnant, c'est que le drone serait passé au travers des défenses du site. Mais là, c'est pareil, on n'en sait pas suffisamment. Il faudrait avoir plus d'informations sur ce qui s'est vraiment passé, quoi. On peut que supputer un certain nombre de choses. Parce que le fait qu'il soit guidé, c'est pas tellement ça, c'est comment a-t-il échappé aux défenses antiaériennes. Ces sites-là sont protégés en défense antiaérienne. Donc ça plaide pour soit un drone qui est volé à très basse altitude, etc. Bon, pourquoi pas.
soit un missile, encore une fois, mais qui aurait été tiré d'une zone qui était inattendue, notamment en mer, avec un drone marin, comme l'ont fait les Britanniques à plusieurs reprises. Enfin, il y a des possibilités. Le problème, c'est que encore une fois, on en est réduit aux hypothèses, à défaut d'avoir des informations, assez complètes et fiables. D'accord, bien. Alors, maintenant, passons sur le côté stratégique et et les éléments qui sous-tendent et qui créent un contexte où ce genre d'action peut effectivement mener à des conséquences catastrophiques pour toute l'humanité. Alors, je rappelle que le 21 février 2023, dans son discours adressé au Parlement russe, Vladimir Poutine a annoncé sa décision de suspendre la participation de la Russie au dernier traité l'alliant aux États-Unis relatif au contrôle et au désarmement nucléaire. C'est le traité START, New START. Alors, Poutine avance 3 raisons essentielles justifiant sa décision. La première, c'est la défaite stratégique de la Russie voulue par les élites politiques occidentales et l'OTAN. La deuxième, l'implication de l'OTAN dans des tentatives ukrainiennes de frappe contre des bases de l'aviation stratégique russe où sont stockées donc les armes nucléaires. Et la troisième et la dernière, la nécessité que le Royaume-Uni et la France intègrent également ce traité étant donné qu'ils sont membres de l'OTAN et bénéficient ainsi de facto du parapluie nucléaire américain. En plus du fait qu'ils sont déjà des puissances nucléaires. Alors, Jean-François Geneste, dans ce contexte, ce genre d'attaque sur les radars russes d'alerte précoce n'est-il pas un pas ferme vers l'abîme nucléaire? Alors ça fait longtemps qu'on compte plus les pas fermes de l'Occident vers l'abîme et les franchissements de lignes rouges depuis le début de ce conflit et même probablement avant. Donc les Russes ont clairement montré qu'ils ne souhaitaient pas utiliser le nucléaire, alors qu'objectivement cela leur aurait économisé bien des morts. Je pense que honnêtement, si les Russes avaient utilisé le nucléaire tactique dès le début du conflit, je crois que je l'avais écrit dans un article ça, mais quand ils ont bombardé des camps d'entraînement pas très loin de la frontière polono-ukrainienne, je pense que ça aurait envoyé un signal clair de leur détermination et que l'Occident aurait évité, à mon avis, de fournir des armes à l'Ukraine. Bon, c'est passé, c'est une période passée malheureusement, et donc on voit que c'est comme une sorte de roue à cliquer. On ne sait qu'avancer, et c'est toujours l'Occident d'ailleurs qui actionne la roue à cliquer pour prendre un cran supplémentaire vers d'autant plus que moi ce qui est étonnant, c'est que tout le monde sait qu'il n'y a plus d'accord c'est-à-dire que tout ce qui permettait avant de freiner, ou du moins, le moins que l'on puisse dire, d'encadrer l'utilisation de l'arme nucléaire, n'existe plus entre ces pays. Et c'est dans ce contexte qu'on joue au feu. Alors, absolument. On jongle avec le... Le problème, je l'ai dit entre les lignes là, mais de ce que je viens de dire, mais c'est que la réponse de la Russie à chaque fois que les lignes rouges sont franchies par l'OTAN, elle est quand même bien molle. Et la question que je me pose moi depuis quand même pas mal de mois maintenant, c'est pourquoi cette réponse est aussi molle que ça. Alors vous avez parlé tout à l'heure du fait que Poutine, alors j'ai oublié un petit peu là, mais oui, c'est sur sa décision de sortir. Que Poutine avait conscience de la déconnexion des élites occidentales. Oui, exactement. Mais il est urgent de les recadrer sérieusement parce que, à mon avis, là, sinon on est parti pour une dérive totale et jusqu'au bout, quoi. Voilà, je suis inquiet. J'avoue que je suis inquiet. Dans la vision géopolitique américaine, les traités de non-prolifération nucléaire, le TNP, salués donc par les médias communs avancés vers une paix pérenne, ne sont que des accessoires rejetés dès qu'ils interfèrent avec les objectifs de l'Empire. Je crois que les exemples sont légion dans ce domaine, en tout cas pour les Américains, quand il s'agit de protéger leurs intérêts. Alors, à ce titre, donc George Walker Bush se retira
se retira du traité antibalistique de mai 1979 afin d'installer des missiles antibalistiques en Roumanie au motif qu'ils décourageraient l'Iran d'attaquer ses voisins, alors que leur objectif est de détruire les missiles balistiques russes en cas de conflit nucléaire. Et de la même manière, Donald Trump dénonça le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le FNI, de décembre 1987 afin de placer de tels missiles sur le pourtour de la Chine. Alors, la question qui se pose, c'est qu'il est évident, bien évidemment, d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout au début, ni les Russes ni les Chinois ne sont dupes de ces tactiques et de ces manœuvres et de leurs objectifs. Ainsi, au vu de ces événements qui viennent de se produire suite à l'attaque de ces deux radars, est-il légitime de penser que Washington réfléchit ou pourrait réfléchir à l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine? Alors c'est une excellente question. Est-ce que ce n'est pas ça qui est sciemment recherché à dessein par ces attaques des radars? Oui. Alors, écoutez, c'est une excellente question à laquelle j'ai pas la réponse, bien entendu, mais néanmoins, je vais vous proposer une réflexion Oui, allez-y. Qui est un peu en parallèle. Donc, dès le départ, Washington a déclaré qu'il n'interviendrait pas, mais il faut se souvenir, sauf si la Russie utilisait l'arme nucléaire. Et c'est, à mon avis, toute la subtilité dans ce morceau de phrase, le si, sauf si la Russie utilisait l'arme nucléaire. On peut donc interpréter les événements actuels, si vous me permettez, comme une tentative de l'OTAN de pousser la Russie à faire le premier pas, ce qui permettrait, comme d'habitude, de se draper dans les oripeaux de sa morale soi-disant irréprochable, une rengaine qu'on connaît bien maintenant depuis quand même des décennies, sinon davantage. Alors, si tel était le cas, à mon avis, il y a deux scénarios possibles. Et qui donne écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la réponse molle de la Russie. Alors, ce que j'avais qualifié d'une action velléitaire de la Russie, qui utiliserait le nucléaire tactique comme avertissement, et peut-être sur un camp d'entraînement militaire à proximité de la Pologne, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, pour bien signifier une escalade. Alors moi, je pense personnellement que ça serait pas, ça aurait été une bonne idée peut-être au début du conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il est trop tard pour rendre les autres à la raison avec cela, puisque c'est dans l'hypothèse que j'ai proposée, c'est ce qu'ils voudraient potentiellement pour pouvoir justifier l'intervention. La deuxième possibilité, c'est une action qui utiliserait le nucléaire stratégique. Alors là, on n'est plus du tout dans la même dimension. Et j'avais publié un article à ce sujet il y a quelque temps, dans lequel je suggérais donc de détruire l'île canadienne de Devon, avec des torpilles Poséidon. Alors je rappelle que l'île de Devon, c'est la plus grande île du monde. Elle est non habitée et elle a une faune et une flore qui n'ont rien d'exceptionnel et rien d'unique. D'accord. Donc ça aurait par une telle attitude, si vous voulez, une sérieuse mise en garde et qu'il n'y aurait pas de passage par la case nucléaire tactique qui semble être l'option américaine. Alors, je vais revenir là-dessus. Dès lors, le territoire, même des États-Unis, serait de facto en danger. Donc ça changerait vraiment la donne, d'un point de vue, situationnel. Et un territoire qui n'a jamais connu la guerre, les États-Unis, autre que la guerre civile. Donc, je pense que ça pourrait renvoyer tout le monde à la niche, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, en appui de ce que je viens de dire, sur le deuxième cas en particulier, mais c'est que je souhaiterais rajouter une citation de Paul Valéry qui est bien connue, que la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Ouais. Alors la vertu du nucléaire, c'est qu'il tue les dirigeants et il rend donc caduque la maxime que je viens de citer de Paul Valéry. Néanmoins, et contrairement à ce que croient la plupart des gens, ce n'est pas vrai du nucléaire tactique, ce n'est vrai que du nucléaire stratégique. Et voilà pourquoi aujourd'hui les dirigeants occidentaux, de mon point de vue, sont prêts à utiliser le nucléaire tactique, parce que d'une part, ils seront pas touchés à titre personnel, et quand on voit en plus les lois sociétales qui sont mises en place à l'Ouest ces dernières décennies, on voit bien que la vie humaine n'a aucune valeur pour eux, à part la leur, bien entendu, qui veuillent sauver leur peau, ça c'est probablement le cas, mais après ils font peu de cas de la vie humaine dans les pays occidentaux aujourd'hui. Si on regarde bien, à regarder, on brûle la chandelle par les deux bouts. Si je prends l'exemple de la France, on constitutionnalise l'avortement,
et on vote l'euthanasie derrière. Donc, si vous voulez, ça s'appelle bien brûler la chandelle par les deux bouts. Hein, et ça conduit à une société qui s'arrête. Donc, c'est carrément une culture de la mort qu'on est en train d'installer, où on dévalorise complètement la vie humaine. Et donc là, vous évoquez quelque chose d'extrêmement important et de dangereux en même temps. Parce que s'il y a quelque chose s'il y a vraiment une volonté d'utilisation d'armes tactiques, même si donc elles ne sont pas d'une très grande destruction, mais cela aussi ne veut pas dire que l'escalade, si ça advenait, que l'escalade n'irait pas jusqu'à l'utilisation des armes stratégiques. Absolument, absolument. Mais bon, l'Occident pourrait peut-être s'en sortir entre guillemets moralement en disant nous on voulait pas, on a été obligés. Vous voyez, enfin c'est toujours pareil. Les discussions byzantines, pour reprendre une expression connue, sur qui a tort, qui a raison. Avec des résultats qui sont quand même assez incroyables à la fin. Alors, des bombes nucléaires tactiques vont tuer beaucoup de monde s'il y a beaucoup de monde là où on les fait exploser, hein, mais s'il y a personne, bon, ça fera pas grand-chose en réalité. Mais surtout, encore une fois, ceux qui décident et les dirigeants sont absolument pas touchés. Il y a que le nucléaire stratégique pour dissuader ces gens-là, à mon avis, à condition qu'eux-mêmes ne soient pas suicidaires. Quand on en voit certains, on peut quand même se poser la question si ce n'est pas Hitler dans son bunker, dans les derniers jours ou les derniers moments d'Hitler dans son bunker. Exactement. Voilà. Donc après avoir reçu l'information que l'attaque Steiner n'a pas eu lieu, parce que c'est pas bon, que Dieu nous en préserve. Donc, et juste un mot, Jean-François Geneste, par rapport à la différence entre le nucléaire tactique et le nucléaire stratégique. Le nucléaire tactique, donc, c'est un peu, est-ce que ce n'est pas l'uranium appauvri qui fait qu'en sorte que on utilise cette bombe pour détruire une certaine surface, mais ce n'est pas le nucléaire de l'apocalypse comme le nucléaire stratégique? Ah non, pas du tout. Alors, l'uranium appauvri, c'est un métal qui est très lourd et qui est utilisé pour avoir des engins qui sont plus inertiels quand ils arrivent. Mais ça n'a rien à voir avec du nucléaire, en fait, l'uranium appauvri. Donc, la différence entre le nucléaire tactique et le stratégique, en gros, c'est la puissance des bombes. Aujourd'hui, on a eu, Hiroshima était du nucléaire tactique. D'accord. Et, depuis les progrès et la recherche n'ont fait que de chercher à diminuer la puissance du nucléaire tactique pour avoir des bombes plus petites, pour en faire davantage, mais aussi parce que les produits de fission, une fois qu'on a explosé, ont des durées de vie plus courtes, et donc on a des bombes aujourd'hui qui font quelques kilotonnes. 15 jours après, on peut aller sur le champ de bataille et il n'y a plus de radiation. D'accord, donc on n'est pas loin on n'est pas loin des bombes traditionnelles, mais avec plus d'effets. Elles sont plus puissantes, mais finalement les effets radioactifs se dissipent assez rapidement. Le stratégique, lui, ça c'est des bombes typiquement de plusieurs dizaines de mégatonnes. Et à fusion, fusion thermonucléaire. Et là, ça détruit tout, quoi. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Jean-François Geneste pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite. L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique. Suivez Spoutnik Afrique sur son site internet, sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, Zone de contact, Marché en main et identité africaine. Politique, économie, défense, sciences et culture. Des spécialistes de renom vous donneront
une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS Airbus, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Jean-François Geneste, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'émission. Merci beaucoup, bonjour. Bien. Alors maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet justement et qui non seulement il a un lien avec ce qui se passe actuellement, mais je crois qu'il renvoie également aux causes de la guerre en Ukraine. Alors, Washington a déployé en Roumanie les missiles intercepteurs de son bouclier qui est censé, d'après les Américains, protéger les alliés européens. Et Moscou, pour sa part, considère qu'il entame la crédibilité de ses forces stratégiques, et notamment celle de sa capacité de deuxième frappe. Dans ce contexte, ces dernières années, la Russie a mis l'accent, bien sûr, étant donné qu'elle n'a pas été entendue, notamment après le discours de Poutine, où on se rappelle bien au sommet de sécurité à Munich, en 2007 ou 2008, si je ne me trompe pas. Alors, la Russie a mis l'accent sur le développement d'armes supersoniques et hypersoniques, censées notamment lui conférer la capacité de mettre en échec le bouclier antimissile américain. Donc, à ce titre, le système avant-garde, par exemple, désigne une tête nucléaire capable de mettre en œuvre un planeur hypersonique à la trajectoire difficilement prédictible et qui peut atteindre une vitesse allant jusqu'à Mach 20, c'est-à-dire 20 fois la vitesse du son. Alors, cette tête, elle est même montée sur un missile intercontinental balistique de type Sarmat. Alors, Jean-François Geneste, la Russie a-t-elle les moyens d'infliger une défaite stratégique à toute puissance tentée par une guerre nucléaire avec elle ? Oui, alors écoutez, d'abord j'aimerais parler de conventionnel avant de parler de nucléaire. Hein. Il suffit de regarder une carte pour voir où sont les 800 bases militaires américaines en dehors du territoire des États-Unis pour avoir une idée de comment marche leur système. Il suffit d'aller sur Internet, on trouve ça facilement. En réalité, ils ne font que se projeter à l'extérieur de leur territoire. Et empêcher cette projection est une priorité. Alors dès 2008, les Chinois ont montré des capacités anti-satellites depuis le sol. Alors, ils ont détruit un de leurs satellites d'observation, tout simplement, à 800 km d'altitude, et qui ont bien signifié aux Américains que la projection chez eux serait vaine. Alors, les Russes, bien entendu, ont cette capacité, mais les missiles hypersoniques permettent un cran supplémentaire, si vous voulez, tout en restant dans le domaine conventionnel d'annihiler les porte-avions et les groupes aéronavals américains. Ce qui est une étape assez extraordinaire et tout à fait significative. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'en réalité, ces armes rendent caduque le fait de posséder des porte-avions absolument, qui étaient considérés avant comme l'arme absolue de la puissance américaine? Pour moi, pour en avoir discuté avec des amis militaires notamment, le porte-avions pour moi est un engin obsolète. Puisque c'est un engin de la Deuxième Guerre mondiale et il fait plus son office aujourd'hui grâce aux missiles hypersoniques. Imaginons, pour le plaisir, qu'il y aurait un petit pays, alors on peut prendre la Syrie ou même les Houthis, etc. Et si les Russes leur donnaient des missiles hypersoniques, ça se passerait pas très bien pour les États-Unis, honnêtement, puisqu'ils pourraient détruire les groupes aéronavals qui seraient à proximité du pays.
Absolument. Donc, je pense que là, ça changerait la donne sur la capacité de projection américaine et sa capacité à viser, à coloniser le reste du monde. Alors, si je passe au nucléaire stratégique maintenant, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, hein, je pense que le meilleur scénario, si j'ose dire, hein, parce que meilleur, faut mettre beaucoup de guillemets, c'est celui qui était soviétique et qui avait été qui a été publié. Hein, donc, alors je le rappelle parce que les auditeurs le connaissent peut-être pas. Donc, c'est des torpilles Poséidon à 100 mégatonnes chacune, bien positionnées le long des deux côtes américaines. Ensuite, le déclenchement d'un tsunami qui noiera l'est et l'ouest des États-Unis avec une vague de l'ordre de 500 mètres de haut. Donc, la vague s'arrêtera sur les montagnes rocheuses à l'ouest et sur les Appalaches à l'est. C'est-à-dire de quoi noyer tout le continent. Alors, ça noierait les deux côtes, puisque les États-Unis, vous savez, c'est deux chaînes de montagnes. Mm-hmm. Alors, une très haute, les Rocheuses, à 7000 mètres. Les Appalaches doivent monter aux alentours de 2000-2500. Et si vous voulez, donc tout ce qui est entre la côte et ces montagnes, avec une vague de 500 mètres, serait noyé. Donc, on peut considérer qu'on détruirait approximativement 80% de la population américaine. Alors, il y a, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, une cerise sur le gâteau. Le tsunami, aujourd'hui, un tsunami, c'est un soliton. Alors, un soliton, c'est pas comme une vague sur la mer, c'est quelque chose d'un peu différent. Ça se déplace à 800 km à l'heure et ça a des propriétés physiques un peu particulières et ça ne s'affaiblit pas. Et donc, à cause de la particularité physique et donc géographique de l'océan Atlantique, le soliton se réfléchirait sur les Appalaches et reviendrait en Europe et noirait l'Europe jusqu'à Varsovie incluse. D'accord ? On pourrait estimer le bilan total de tout ça en quelques heures. En gros, moi, j'ai fait un calcul que j'ai évalué à 590 millions de morts directes. Wow. La pollution et les radiations engendrées par cela finiraient d'achever le reste de la population. La cerise sur le gâteau, c'est que si les Russes s'y prenaient bien, ils pourraient rallumer le volcan de Yellowstone aux États-Unis, qui pourrirait l'intérieur des États-Unis en prime. Alors, face à cela, parce que ça, c'est la stratégie soviétique, donc russe, a priori, je pense que ça n'a pas trop changé, de guerre totale. Et face à cela, l'OTAN et l'Occident en général n'ont que des missiles comme représailles, parce que la Russie, c'est un État continental avec un intérieur qui est habité. Donc, bien entendu, les tirs seront partiellement efficaces. On ne peut pas imaginer un bouclier antimissile qui serait 100% efficace. N'est pas autant que rien à voir avec l'action de la Russie dans cette affaire-là. D'accord ? Donc, il faudrait évaluer l'efficacité du bouclier russe. Et alors, ça, c'est un sentiment personnel. Je suis pas sûr que le bouclier antimissile russe soit particulièrement performant, parce que, de mon point de vue, la Russie a toujours misé sur la dissuasion. Mais avec les fous qui sont au pouvoir en Occident aujourd'hui, je pense qu'il serait potentiellement important, voire urgent pour la Russie de revoir sa doctrine en matière de bouclier antimissile. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour. J'avoue que c'est pas très marrant et sympathique, mais voilà ce qu'on peut dire. Alors, l'arsenal nucléaire chinois n'est encadré par aucun traité. Et ceci laisse à la Chine la possibilité de produire, stocker et déployer autant de missiles nucléaires qu'elle souhaite. Tout en opposant une fin de non-recevoir aux tentatives occidentales, notamment américaines, de nouer un dialogue stratégique avec eux en matière de contrôle des armements. Et Pékin a mis à profit la dernière décennie pour développer sa triade nucléaire avec de nouveaux missiles. Alors, la mise en service de nouvelles armes hypersoniques et l'assistance que Moscou apparemment aurait apporté ou aurait fourni à la Chine en vue de la construction d'un radar d'alerte avancé annoncé par le président Poutine en octobre 2019 lors du forum de Valdai, est-ce que cela augure, toutes ces choses-là, augurent-elles d'une coopération dans ce domaine contre l'hégémonie occidentale et notamment l'hégémon américain? Là, je suis sceptique sur la collaboration étroite entre la Chine et la Russie. Alors, bien entendu, ils vont avoir une collaboration politique étroite, éventuellement des réponses coordonnées en cas d'attaque, et une collaboration étroite aussi pour mettre en place ce qu'ils appellent l'ordre multipolaire, parce que on parle d'une guerre globale, hybride, enfin tout ce qu'on veut. Mais en termes de matière d'armement, moi, je reste un peu circonspect sur le sujet.
parce que si c'est la lune de miel entre la Chine et la Russie aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, et on sait jamais quoi. Enfin, je veux dire, je vois mal la Russie donner ses secrets militaires à la Chine. Donc encore une fois, il peut y avoir des coopérations, mais je pense quand même que ça reste ce qui restera la règle du jeu sera l'indépendance. Et d'ailleurs, c'est pareil pour en Occident, entre les Américains. Il y a que la France et les présidents français qui veulent donner ce qu'on a aux autres, quoi, hein. Sinon, je vois mal un pays normalement constitué qui veut garder un minimum de souveraineté de lâcher ses secrets militaires. Non, dans ce cas-là, Jean-François Geneste, est-ce que c'est pas ça justement qui s'y cache en arrière-plan dans les décisions américaines d'abandonner tous les traités qui ont été signés durant la guerre froide pour le contrôle des armements? Est-ce que on peut supposer certainement que la Russie aussi est l'objet de ces décisions, mais est-ce que ce n'est pas essentiellement la Chine? Parce qu'il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes financiers, monétaires que les États-Unis ne veulent pas perdre, des intérêts énormes qu'ils ne veulent pas perdre face à la Chine. Et en plus de ça, on a la question de l'armement nucléaire qui n'est pas contrôlée. Oui, absolument. Alors écoute, moi je ne sais pas si un jour les États-Unis prendront le risque d'un déclenchement de guerre avec la Chine qui serait nucléaire. Ça me paraîtrait absolument déraisonnable, mais enfin bon, encore une fois, les fous étant au pouvoir, on ne sait jamais. Néanmoins, ce que je pense foncièrement, c'est que la guerre économique entre l'Occident et la Chine est déjà perdue par l'Occident depuis longtemps. Dans la mesure où on a transféré nos industries là-bas, le savoir industriel qui a été dénigré ici pendant des années, il a été transféré. Je dirais la mémoire de ce savoir a été perdue. On l'a considéré comme rien, mais c'est pas vrai. On a même déconsidéré les ouvriers. On a dit ça, oui, c'est bon pour les Chinois, etc. Je vous prends un exemple pas très connu, mais il me semble que c'est en 1994. À la conférence des grandes écoles ou la commission d'éthique de l'ingénieur en France, je tairai son nom volontairement, mais le président de l'école centrale de Paris disait que le core business de son école, c'était de former des ingénieurs français qui manageraient 100 ingénieurs chinois. On peut trouver difficilement plus débile qu'une affirmation comme celle-là. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai retenu, parce que c'était quand même très très gros. Donc on a déconsidéré tous les métiers industriels, on a transféré tout ça, à la Chine, qui elle en a profité. Et je me fais remarquer au passage que en 2023, de mémoire, la Chine a dû déposer 40% de tous les brevets mondiaux dans tous domaines confondus. Et donc c'est quasi irrattrapable aujourd'hui, de mon point de vue. Et on le voit si demain vous savez, ce qui est un truc qui est assez marrant quand même en termes stratégiques, c'est que les États-Unis veulent mettre des sanctions contre la Chine sur les composants électroniques. Oui. Si la Chine arrête de fournir des terres rares, il y aura plus un ordinateur et un téléphone mobile aux États-Unis sous 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. Après, on peut rouvrir. Alors, les terres rares, contrairement à ce que leur nom indique, ne sont pas si rares que ça. Par contre, ça pollue énormément et tout. Mais le problème, c'est que on a cassé l'appareil industriel qui permettrait de les extraire et de les raffiner aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, le temps de remettre ça en marche, il faut, de mon point de vue, entre 3 et 5 ans minimum. Et pas pour toutes les terres rares, d'accord, pour certaines seulement. Donc c'est vraiment, vous voyez, un autre exemple que je peux donner alors c'est pas des terres rares, mais ça donne une idée. On a des problèmes en France en Nouvelle-Calédonie. Un des problèmes qu'on a en Nouvelle-Calédonie, c'est que l'industrie indonésienne du raffinage du nickel par les Indonésiens, mais sous tutelle chinoise, est 2 ou 3 fois moins cher que ce qu'on est capable de faire avec nos coûts français, si vous voulez. Et donc cette partie du raffinage
du nickel, elle est industriellement morte. C'est pas compétitif. Donc, vous imaginez le tsunami, là, pour le coup, économique que ça créerait si d'un seul coup la Chine arrêtait de fournir l'essentiel des produits nécessaires à l'Occident, parce qu'on est dépendant, l'air de rien. L'Occident est super dépendant de la Chine. Il y a quand même un aspect assez étonnant. Bon, on peut peut-être le comprendre de gens spécialistes des sciences humaines ou de journalistes, mais d'écoles d'ingénieurs, c'est quand même un peu navrant d'entendre ce genre de choses que vous avez dites tout à l'heure. Mais c'est que sur le plan, juste une seconde, c'est que sur le plan industriel, je crois que c'est quand même c'est le b.a.-ba du travail industriel. Quand on ne fait pas les choses, on ne sait pas les faire. Et ça, ils le comprennent pas. Ils pensent que juste pour avoir diplôme d'ingénieur, comme nous les avons déjà fait les choses, il suffit de décider et hop, d'un claquement de doigts, on fait redémarrer la machine. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est ce que ces gens-là pensent, et c'est ce qui ne se produira pas. Alors ça, c'est le premier point. Et pour revenir sur la déclaration là du président de l'école centrale de Paris à l'époque, si vous voulez, on a copié le modèle américain. Donc on est passé d'un système d'enseignement qui était quelque chose de social, sociétal, on voulait élever le niveau de la population, ça je dirais c'est la version Charlemagne, à un système financier qui rapporte, où l'éducation est un bien comme un autre, qu'on vend et qui fait du profit, et où les patrons d'écoles ou d'universités se prennent pour des PDG. D'ailleurs, si on regarde Harvard, je crois que le cash, la trésorerie d'Harvard doit être de l'ordre de 50 milliards de dollars aujourd'hui. C'est une entreprise financière, c'est plus une université avec une vocation éducative et d'instruction. Voilà. Ah bon. Et là, c'est un peu le problème du nucléaire actuellement, du nucléaire civil, notamment en France. La perte justement de l'expertise, c'est le fait de, voilà, on pensait que. Ah oui, bien sûr. On pensait aujourd'hui, si on prend l'exemple du nucléaire en France, là, je crois que le Flamanville vient ça y est, ils l'ont mis ils l'ont mis en service, peut-être, je crois, je sais même plus exactement, avec 12 ans de retard, alors que les mêmes EPR en Chine, il doit s'en fabriquer un par mois. D'accord, ça donne une idée. Et c'est ça. L'idée, c'est pas de faire un prototype. Peut-être qu'en Occident, on a gardé encore cette faculté à faire des prototypes, mais sûrement pas de l'industrie de production de masse. Et là, il y a du savoir-faire qui est complètement perdu et qui a été, encore une fois, mis de côté, dénigré. Je pense que c'est le bon mot. Et malheureusement, voilà, ça s'est perdu. Et ça s'est perdu dans les familles. J'avais participé moi en France à des groupes de travail là où il y a des zones en France où il n'y a pas d'ingénieurs du tout. Et donc dans les familles, pour les jeunes, c'est même pas une perspective de carrière plus tard, puisqu'ils ont pas de gens autour d'eux qui ont fait ça, donc c'est absent du paysage. Et donc ils pensent même pas qu'un jour ils pourraient devenir ingénieurs. Vous voyez, donc on voulait essayer de faire une sorte de publicité pour dire, mais attendez, vous pouvez devenir ingénieur peut-être si vous êtes un petit peu doué en maths ou en physique, vous voyez. Oui. Parce que c'est en dehors du paysage. D'accord. Bien. Alors, la question suivante, Jean-François Geneste. L'emploi dès la fin de l'année 2015 du missile Calibre dans le cadre du conflit syrien par la marine russe permet à la Russie de rejoindre les États-Unis et la Grande-Bretagne dans le club fermé des pays capables de mettre en œuvre ce type de munitions. Et bien qu'étant dotés d'une charge militaire conventionnelle, ces missiles disposent d'une portée jusqu'à 2500 km et d'une précision qui confère à leur emploi une dimension stratégique. Alors, ma question, en pratique, dans quelle mesure la dilution de ces munitions, conventionnelles mais stratégiques, dans les capacités de dissuasion russes, pourrait-elle contribuer à augmenter le seuil
d'emploi des armes atomiques, qu'elles soient stratégiques ou tactiques? Alors là, je pense pas que ça joue un rôle quelconque en ce qui concerne le seuil d'emploi des armes atomiques. L'utilisation de ces armes atomiques, il y a avant tout un seuil psychologique et une volonté. Et je rappelle ici ce que je disais tout à l'heure sur le nucléaire tactique, bien que très puissant, ça change pas vraiment la nature de la guerre sur le terrain, sauf en cas de déséquilibre flagrant. Et là, je pense en particulier à l'Ukraine. De toute façon, ça sera au détriment du plus faible. Mais le stratégique, lui, change la donne. Par contre, ça c'est clair. Mais le tactique aujourd'hui, tout le monde va crier en disant c'est scandaleux, ils ont utilisé du nucléaire, etc. Bon, d'accord, mais enfin bon, sur le principe, ça change pas grand-chose. Et les plus anciens, éventuellement qui seraient militaires, devraient se rappeler que dans les années 70 et début des années 80, quand il y avait des manœuvres, alors je parle pour la France, quand il y avait des manœuvres militaires, ça se faisait toujours dans le cadre NRBC, donc nucléaire, bactériologique, chimique, etc. Et donc où on était toujours dans du nucléaire tactique. Et ça effrayait pas grand monde à l'époque. Alors depuis, les médias sont passés par là, etc. On a monté ça en épingle, mais honnêtement, voilà quoi, c'est un peu plus, ça tue plus, c'est sûr, mais enfin c'est pas la fin du monde, le nucléaire tactique. Les documents stratégiques russes distinguent 4 types d'affrontements. Le premier, c'est le conflit armé. Deuxième, guerre locale, guerre régionale et conflagration. Alors, chacun de ces conflits correspond à un échelon d'escalade potentielle. Un conflit armé peut ainsi dégénérer en guerre locale, puis évoluer vers une guerre régionale. Et à chacun de ces niveaux sont également associés des menaces potentielles, nucléaires ou non, qu'il convient de neutraliser afin de parvenir justement à une escalade. Alors, une question que je crois que intéresse beaucoup nos auditeurs, dans quelle catégorie vous placerez la situation actuelle? Est-il possible d'arrêter cette escalade nucléaire? Alors là, c'est bien mon inquiétude profonde. On voit une dérive continue. On a commencé avec l'opération militaire spéciale, donc qui était un conflit, une bataille. Ensuite, on est allé vers le local. On est passé des 2 oblasts de Donetsk et Lugansk au départ. Ensuite, on est passé au régional. Maintenant, c'est quasiment toute l'Ukraine. Et avec l'implication de l'OTAN et un risque non négligeable de conflagration, puisque effectivement le système à cliquer dont je parlais tout à l'heure nous entraîne petit à petit vers une extension du conflit. Hier ou avant-hier, Stoltenberg, le patron de l'OTAN, le secrétaire général, a dit que maintenant l'Ukraine pouvait utiliser comme bon lui semblait les missiles pour tirer sur le territoire russe, ce dont on vient de discuter d'ailleurs aujourd'hui. Donc on voit bien que ça s'étend et qu'à un moment donné, alors moi je reste toujours étonné, que la Russie ne considère pas vraiment les pays de l'OTAN comme co-belligérants, alors que pourtant c'est quand même le cas. Faut quand même pas se leurrer. Donc après, moi, pour arrêter ça, moi je pense que la Russie devrait s'impliquer, répliquer bien plus sévèrement à l'Occident, en montrant les dents du stratégique, comme je l'ai dit auparavant, par exemple, au moins avertir avant de le faire. Et sinon, ce qui risque de nous arriver, c'est comme la grenouille dans le bocal, on chauffe, elle monte et puis elle meurt sans s'en être rendu compte. Et on finira peut-être par arriver au stratégique en ayant passé par tous les affres avant. Alors que, en faisant peur à l'Occident, si on lui faisait vraiment peur, peut-être qu'il s'arrêterait en face, parce que faute d'intelligence aujourd'hui, malheureusement, il n'a l'air de comprendre que la force. Et si je veux faire une sorte de conclusion philosophique là-dessus, je rappellerai que nous Français, avec Jean de La Fontaine, nous savons que la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'était la fable du loup et de l'agneau. C'est ça depuis Louis XIV, et je pense que le monde entier est averti depuis au moins Ésope, parce que La Fontaine a dû piquer ça à Ésope de la Grèce antique. Donc vous voyez, voilà.
Alors, justement, en conclusion, Jean-François Geneste, est-ce que tout ce que nous venons maintenant de décrire à cause de cette escalade nucléaire, supposons que la Russie n'a pas mené l'opération spéciale en Ukraine et que l'Ukraine a été intégrée à l'OTAN et comme l'a souhaité justement Zelensky dans son dernier sommet, je crois, où il avait insisté sur l'adhésion de l'Ukraine, que son pays souhaitait avoir des armes nucléaires. Donc, supposons qu'il n'y a pas eu d'opération spéciale. Est-ce que, voyant la situation actuelle, est-ce que on donnerait pas raison d'un point de vue, mais alors politique, géopolitique, géostratégique et même moral? Je ne sais pas quel est votre avis, mais moral à la Russie de mener finalement cette opération, parce que on voit clairement ce qui se passe. Et alors, une Ukraine dotée d'armes nucléaires, sans qu'il y ait de distance nécessaire pour avoir le temps nécessaire de réagir à une attaque nucléaire, est-ce que cela, en toile de fond, n'a pas justifié totalement la nécessité de l'opération spéciale? Alors, absolument. Je pense effectivement que, a posteriori, la Russie ne peut que se féliciter d'avoir déclenché l'opération militaire spéciale, parce que sinon elle aurait eu un pistolet nucléaire sur la tempe. Mais je pense même davantage. Je pense à ce qu'avait dit Poutine, me semble-t-il, en 2021, où il souhaitait que l'OTAN réintègre ses frontières de 1991. Oui. Et je pense que pour la paix, ça serait bien meilleur et bien plus sûr pour tout le monde, y compris pour nous, Européens, que ce qui est en train de ce qui se fait en ce moment, avec des dotations d'armes nucléaires par les Américains, de pays comme la Pologne, par exemple, ce qui me semble quand même absolument irresponsable. Absolument. Et pas uniquement la Pologne, il y a même, je crois, la Turquie, Il y en a d'autres, mais enfin, j'ai dit la Pologne parce que ce sont les plus acharnés anti-russes, donc mais bon, effectivement, oui, de toute façon, on voit bien comment ça se passe et ce qu'ils font régulièrement. Et donc ils approchent le. Alors, peut-être une dernière chose que je pourrais dire, c'est que la parade à ça et à avoir un pistolet nucléaire sur la tempe, malheureusement, c'est l'intelligence artificielle d'une certaine façon. Et donc, c'est l'automatisme des réponses. Donc, la tentation est quasiment, enfin, quand je dis tentation, c'est pas le bon mot, c'est quasi obligatoire. C'est donc les systèmes informatiques qui répliqueront en cas de détection. Mais s'il y a une erreur, Jean-François Geneste, et je voulais terminer avec ça. Et s'il y a une erreur, il y a eu ce genre d'incident d'ailleurs en 1979 où Zbigniew Brzezinski était lui-même impliqué. Donc il y avait le système le NORAD de l'Amérique du Nord qui a dysfonctionné suite à des manœuvres qui ont été effectuées avant, et il a envoyé un signal comme quoi il y avait des centaines de missiles qui partaient en direction de l'Union soviétique. Imaginez l'Ukraine dotée de l'arme nucléaire, c'est la fin du monde. On est à 3 minutes. À 3 minutes, est-ce que les politiciens ont le temps de se réveiller le matin, prendre leur café, de prendre la décision? Non. Donc en fait, on va confier ça à des machines, et les machines, si elles vont réagir à des situations qui ont été prédéfinies. Et donc, si c'est une situation qui est inconnue, la logique sécuritaire voudrait que dans le doute, on tire. D'accord? Ça, c'est la sécurité. Et donc, on risque de se retrouver même avec une fausse alerte et un déclenchement des opérations. Et ça, on n'y pourra rien. Mais tout le monde aura bien cherché pour que ça se passe comme ça, quoi, d'une certaine façon. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Jean-François Geneste, je vous remercie pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère qu'elles seront entendues et qu'elles susciteront un peu le réveil de la raison, parce que le sommet de la raison engendre toujours des monstres et on sait où est-ce qu'ils ont mené le monde. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Jean-François Geneste, ex-directeur pendant 10 ans du groupe EADS
Airbus, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.